on va passer à la dernière communication. C'est Emmanuel Debenot qui va nous faire un flash sur l'hépatite delta. Merci Emmanuel. Très bien. Corinne Solange. Je vais donc vous parler de virus d'hépatite delta et des actualités concernant cette infection en 2022. Alors d'abord un petit peu d'histoire naturelle. Donc le virus delta, c'est un petit virus à ARN défectif du virus de l'hépatite B qui va pénétrer dans l'hépatocyte par le biais d'un récepteur qui est le récepteur NTCP pour polypeptide transporteur de taurocolate de sodium. Et l'interaction entre le virus et ce récepteur se produit au niveau d'un site de liaison sur l'antigène HBS. Alors, selon le temps de l'infection, l'évolution clinique va être différente. En cas de co-infection simultanée, l'évolution vers la chronicité va se faire dans moins de 20% des cas. Et en cas de surinfection, ce qui est le cas le plus fréquent, la maladie va devenir chronique dans environ 70% des cas, avec une évolution vers une maladie grave dans plus de 50% des cas. Alors effectivement, l'hépatite delta, c'est la plus sévère des hépatites. Et si on regarde l'incidence à 10 ans des complications hépatiques, vous voyez que ces patients ont une cirrhose dans près de 60% des cas et une décompensation hépatique dans plus de 30% des cas. L'incidence du carcinome hépatocellulaire est également plus élevée en cas de co-infection B-delta. Et vous voyez globalement que ce risque est multiplié par 5 chez les patients cirrhotiques co-infectés par rapport aux patients mono-infectés par le virus B. Alors, la prévalence de l'infection delta en France, c'est environ 3-4% des patients porteurs de l'antigène HBS, ce qui représente environ 6 000 à 8 000 patients. Et clairement, les patients sont des patients migrants dans plus de 85% des cas, particulièrement originaires d'Afrique subsaharienne ou d'Europe de l'Est. Alors, il faut absolument dépister le virus de l'hépatite delta, car c'est une maladie grave, et les recommandations de l'AFEF et de l'EASL sont claires. Tout patient porteur de l'antigène HBS doit subir une sérologie de l'hépatite delta. On a maintenant des tests ELISA tout à fait fiables, et en cas de positivité, il faut faire une charge virale avec là aussi des tests PCR tout à fait fiables, et on parlera de co-infection si la charge virale est positive. Et il faudra savoir répéter les sérologies et les charges virales chez les patients porteurs d'un antigène HBS avec initialement des sérologies négatives. Mais clairement, nous ne sommes pas bons, et si on prend ces études rétrospectives, qu'elles soient espagnoles ou françaises, vous voyez que le taux de détection chez les patients porteurs de l'antigène HBS est inférieur à 50%. Il faut donc s'améliorer. Pour cela, nous avons cette piste qui est le reflex testing, ou dépistage réflexe, qui est la mise en place par les laboratoires d'un dépistage automatique des anticorps anti-VHD chez tous les patients nouvellement dépistés positifs pour l'antigène HBS. Et vous voyez sur cette étude faite à Bobigny que là, le taux de dépistage passe à 90% des patients porteurs de l'antigène HBS, avec une charge virale qui est détectée dans plus de 85% des cas. Donc il faut améliorer ce dépistage. Alors ça passe éventuellement par le reflex testing, on pourra en reparler. Ça peut aussi passer par le retour systématique des laboratoires vers le médecin prescripteur lorsqu'il découvre un antigène HBS positif chez des patients pour lesquels on n'a pas de statut VHD connu. Ça passe aussi par le dépistage systématique peut-être dans les structures d'accueil des migrants et des populations précaires. Et on a des possibilités de dépistage in situ avec des TROD, voire même avec des buvards. Et je le répète, il va falloir dépister ce dépistage chez les patients à risque et porteurs de l'antigène HBS. Donc dès qu'on voit du B, il faut penser au delta. Alors une fois qu'on sait que ces patients sont infectés, il va falloir les traiter. Et avant de les traiter, il faut dépister le carcinome hépatocellulaire et surtout évaluer la fibrose. Alors, clairement, les performances des méthodes non invasives de fibrose sont insuffisantes dans l'hépatite delta par rapport aux autres virus B et C notamment.
Et de nouvelles méthodes sont indispensables pour améliorer ce dépistage, de méthodes non invasives. Alors on a peut-être une piste avec le score Delta 4 fibrosis qui permet, avec des paramètres biochimiques et d'élastométrie, de classer correctement les patients dans environ 85% des cas. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la biopsie hépatique reste actuellement le gold standard et doit être réalisée pour évaluer la fibrose chez ces patients. Alors, le traitement. Alors, les objectifs, outre d'apprécier la réponse histologique et la réponse clinique, les études sur les molécules thérapeutiques s'intéressent essentiellement à la réponse virologique, à la réponse biochimique, à la réponse combinée. Ça, ce sont les critères donc définis par la FDA. Donc, c'est l'association de la réponse virologique et de la réponse biochimique. Et enfin, on parlera de guérison virologique chez les patients qui ont perdu l'antigène HBs. Alors, on a à notre disposition depuis 1990 plusieurs molécules. Alors, d'abord, on n'avait que l'interféron, qu'il soit sous sa forme non pégylée ou sous sa forme pégylée, toujours en association avec le traitement de l'hépatite B, donc avec des analogues. On a depuis 2020 l'AMM pour une nouvelle molécule dont on va parler plus longuement ensuite, c'est le bulévirtide, en association avec les analogues. On a actuellement des ATU nominatives possibles avec des études de phase 3 en cours et donc des protocoles pour des molécules qui semblent marcher, que ce soit l'onafarnib, le REP 2139 ou l'interféron lambda. Et enfin, on a des études de phase 2 très intéressantes pour des ARN interférents du virus de l'hépatite B. Alors, si on prend les résultats de l'interféron pégylé, donc à la dose d'une injection hebdomadaire de 180 microgrammes, clairement, l'efficacité thérapeutique est limitée avec une tolérance, vous le savez, médiocre du traitement. Globalement, après 1 an de traitement, on a quand même une efficacité dans 20 à 30% des cas en termes virologiques, mais la rechute à l'arrêt, les rechutes à l'arrêt sont très importantes et les rechutes tardives sont également, surviennent dans un nombre important, chez un nombre important de patients. Alors depuis 2020, on a un produit en France qui a l'AMM pour le traitement de l'hépatite delta, c'est le bulévirtide. Alors ce médicament va agir en se fixant sur le récepteur NTCP et va donc empêcher la pénétration du virus delta dans l'hépatocyte. La prescription de ce produit va être hospitalière, le produit va être uniquement disponible en rétrocession et devra être prescrit après discussion en RCP et établissement d'une fiche RCP, ce qui va servir notamment grandement au pharmacien qui va donner le produit. Donc le produit est prescrit pour des patients qui ont une maladie hépatique compensée en association avec un traitement contre le virus de l'hépatite B, donc en association avec un analogue. La dose du produit, donc, c'est 2 mg par jour en injection sous-quotidienne, donc en injection sous-cutanée, pardon, et donc le produit s'injecte quotidiennement en association avec un analogue. Mais le produit peut également s'associer avec de l'interféron, avec une injection de 180 microgrammes hebdomadaire. Alors le bulévirtide, ça se présente sous la forme de flacons qui contiennent une poudre. La prescription va être mensuelle et il ne faudra pas oublier de prescrire l'eau qui va permettre de reconstituer le produit. L'injection va être sous-cutanée et va être quotidienne et il faudra clairement une éducation thérapeutique parce que l'objectif, c'est d'obtenir chez ces patients l'auto-injection. Alors le bulévirtide, ça marche, et si on prend les résultats après 6 mois de traitement, et les résultats sont encore meilleurs à 48 semaines, vous voyez que la réponse virologique à SN4 est obtenue dans environ 50% des cas, donc c'est la coupe verte, c'est la dose de 2 mg par jour, et donc c'est bien meilleur que l'interféron pégylé. Et vous voyez qu'en termes de réponse combinée, la réponse est obtenue dans plus de 30% des cas. Alors la tolérance du traitement, elle est bonne. Certes, on a la moitié des patients qui ont des effets indésirables, mais les arrêts de traitement pour effets indésirables sont très peu nombreux. Alors si on reprend les études poolées les résultats à 24 semaines, que cela soit en termes de réponse virologique ou en termes de réponse combinée, même si le bénéfice est moins grand, on constate que clairement, la meilleure réponse est pour l'association
bulévirtide, PEG interféron. Vous voyez ici que clairement les diagrammes sont plus élevés que les autres, et c'est pareil pour les réponses combinées, même si la réponse est moins claire. Alors, ces résultats sont confirmés par la vie réelle en France. La vie réelle en France, c'est les études de cohorte, que ce soit la cohorte de l'ANRS ou la cohorte de l'ATU. Alors là, ce qui est intéressant dans ces études, c'est que les prescripteurs ont eu le choix de prescrire ce qu'ils voulaient. Donc, soit du bulévirtide en monothérapie en association avec les analogues, soit l'association de PEG interféron et de bulévirtide. Et clairement, vous voyez les résultats ici à 1 an, et on a même des résultats maintenant à 18 mois. Vous voyez que la réponse virologique, donc c'est la zone hachurée, est clairement rose hachurée, est clairement supérieure avec l'interféron que sans interféron. Ceci est également vrai pour la réponse combinée, même si c'est moins clair, puisqu'avec l'interféron, la réponse biochimique semble être inférieure. Alors, que peut-on clairement proposer en 2022 ? Il semblerait que le traitement à proposer soit une association de bulévirtide, d'interféron pégylé et d'analogues pour une durée de 12 mois. Et très probablement, il faut ensuite poursuivre le traitement parce que les réchutes, dès qu'on arrête, sont fréquentes. Et donc, il faut probablement poursuivre ensuite du bulévirtide, en tout cas, ce qui clairement semble marcher le mieux. Et là, on n'a pas de notion de durée. Faut-il poursuivre 6 mois, 12 mois ou plus? On n'a pas encore la réponse. Le bulévirtide seul, en association avec le traitement contre le virus de l'hépatite B, doit être proposé aux patients cirrhotiques, notamment en raison des effets secondaires de l'interféron chez ces patients, en cas de contre-indication d'intolérance à l'interféron. Et là aussi, on ne sait pas très bien quelle est la durée optimale. Est-ce que c'est 12 mois? C'est probablement plus, 18 mois ou encore plus. Les études futures nous le diront. Ce qu'on peut dire également, c'est que pour les patients qui ont une fibrose peu évoluée, et notamment les patients qui ont des transaminases normales avec une fibrose F0, F1, il vaut peut-être mieux surveiller ces patients, sauf s'ils sont très demandeurs d'un traitement. Alors le suivi, il sera pluridisciplinaire, je ne vais pas insister, mais je vais parler du rôle du pharmacien qui est très important, non seulement pour apprécier la compliance au traitement, parce que c'est lui qui va revoir le patient également tous les mois, mais notamment pour les interactions médicamenteuses, car il y a des médicaments prescrits de manière très fréquente qui sont contre-indiqués ou qu'il faut surveiller, particulièrement les sartans et les statines. Alors, y a-t-il des facteurs prédictifs de réponse? Ce n'est pas encore clairement établi, mais il semblerait, selon les études actuelles, qu'il y ait des facteurs de mauvaise réponse au traitement. Donc, cela soit une charge virale initialement forte ou les personnes qui ont une cirrhose. Et puis, il y a des facteurs de bonne réponse qui sont l'association donc du bulévirtide à l'interféron dans les 3 premiers mois de traitement et également la diminution de l'antigène HBS quantitative lors du traitement. Alors, quand arrêter? Clairement, on ne le sait pas. Quand peut-on parler d'échec? Eh bien, c'est quand on n'a pas d'effet sur la charge virale au bout de 3 mois de traitement. Et dans ce cas-là, on a des possibilités de traitement sous forme de protocole et pour lesquels nous avons actuellement des ATU nominatives, que ce soit le lonafarnib, le REP 2139 ou l'interféron lambda. Je ne vais pas m'étendre sur ces traitements. Donc en conclusion, chez tout patient porteur du virus de l'hépatite B, il faut dépister le virus de l'hépatite delta et savoir recontrôler cette sérologie. Donc quand on voit du B, il faut penser à du delta. L'hépatite delta se complique souvent de cirrhose et de carcinome hépatocellulaire. Il est donc recommandé de dépister le carcinome hépatocellulaire. Les patients en France sont souvent des patients migrants qui vivent en situation de précarité. Il faut traiter ces patients infectés après évaluation de la charge virale et de la fibrose hépatique. Et pour l'instant, il faut privilégier la biopsie hépatique. La vaccination du virus de l'hépatite B reste le meilleur traitement préventif du virus de l'hépatite delta. Enfin, nous avons en 2002 en France une molécule antivirale D efficace qui a l'AMM en association avec un analogue contre le VHB, c'est le bulévirtide. Mais clairement, il faut valider les critères de réponse au traitement et déterminer les facteurs prédictifs de réponse.
valider le schéma thérapeutique optimal pour le vullévertide. C'est probablement l'association avec de l'interféron pegylaé initialement. Et il faut probablement également poursuivre en monothérapie, mais on ne sait pas pour combien de temps. Peut-être tant que ça marche. En tout cas, il s'agit d'une prise en charge complexe avec un suivi et un traitement lourd et prolongé chez des patients qui sont souvent complexes pour un prix non négligeable. Enfin, il faudra déterminer la place des différentes stratégies thérapeutiques en cours de développement et la place sera probablement faite aux associations dans le futur. Je vous remercie. Merci Manuel pour cette présentation très complète et très claire. Juste une petite question sur le rythme de surveillance. Tu proposes quoi, tous les combien de refaire une sérologie? Alors, pour les patients qui ont une sérologie delta positive et qui ont une charge virale négative, ce qui n'est pas souvent le cas, et clairement, il faudra répéter les charges virales et le faire probablement tous les 3 à 6 mois. Alors, pour les patients antigènes HBS, quand il n'y a pas de facteur de risque, on peut proposer probablement de faire une sérologie environ tous les 3 ans, mais clairement pour les patients qui ont des facteurs de risque, c'est-à-dire des patients qui viennent de pays d'endémie, qui sont co-infectés par le VHC ou le VIH, qui sont toxicomanes ou homosexuels, il faut probablement chez ces patients-là faire un dépistage plus rapproché et on peut proposer un dépistage annuel chez ces patients porteurs de l'antigène HBS. Merci. Patrick ? Comment tu fais, d'abord merci pour cette super présentation, comment tu fais chez les patients migrants, je ne sais pas s'ils vont rester en France, qu'ils vont repartir, enfin c'est le même problème qu'on a avec d'autres traitements. Est-ce que tu as une solution? Alors, c'est très compliqué. Clairement, il faut bien leur expliquer la gravité de leur maladie. Et en fait, on est quand même assez surpris par la compliance chez ces patients. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont eu l'éducation thérapeutique, et à partir du moment où ils ont initié le traitement, finalement, on a peu de perdus de vue, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et donc, on arrive à les traiter. Alors clairement, le traitement est long et difficile, mais on a le retour des pharmaciens et ils sont eux aussi surpris, les pharmaciens d'hôpitaux, qui eux aussi sont surpris finalement par la compliance qui n'est pas si mauvaise que ça, malgré ce type de population. Corinne ? Oui. Pour l'arrêt du traitement, donc on ne sait pas le traitement. Qu'est-ce que vous faites à Marseille? Est-ce qu'on ne pourrait pas proposer d'arrêter le traitement après 6 mois d'indétectabilité de l'ARN delta, comme on faisait un peu sous traitement après un traitement par interféron? Qu'est-ce que vous faites à Marseille? Alors clairement, on essaie de poursuivre le plus longtemps possible parce que plus de la moitié des patients rechutent dans les 6 mois qui suivent l'arrêt du traitement. Emmanuel, merci pour ton belle présentation. Je n'ai pas très bien compris. En fait, nos porteurs inactifs, antigène HBe négatif, tu dis qu'il faut faire un dépistage tous les 3 ans, c'est ça? Pour ceux qui n'ont pas de facteur de risque, ce sont les moins nombreux. Sinon, c'est annuel. Mais ils sont des transaminases le plus souvent normales. Il peut se passer quelque chose? S'il n'y a pas de facteur de risque, il peut se passer. Il peut y avoir. Tout à fait. Mais ce ne sont pas les cas les plus fréquents. Les plus fréquents, c'est vraiment les patients à risque. Cela, c'est annuel, vraiment. Vient de dire Pierre, sur cette question, en fait, on recommande de faire une recherche annuelle du delta parce que la plupart des gens contaminés, ce sont des migrants et qui retournent, une partie d'eux retournent dans leur pays. Et deuxièmement, vu le mode de vie d'une partie de ces gens-là, avec le risque de contamination sexuelle. Donc, il est recommandé de le faire 1 fois par an. Bon, je crois que là, on a terminé. Merci beaucoup, Emmanuel.